Bienvenue sur ce nouveau tuto Python. Alors on poursuit l'étude du langage et plus particulièrement de la programmation orientée objet et on va maintenant voir comment coder des opérateurs au sein de vos classes. Je ne sais pas si tout le monde a suivi le tuto précédent, mais en tout cas on y avait défini une classe de manipulation de fractions, de nombres rationnels. Regardez ici, j'ai ma classe, Rational, on y avait défini un constructeur, qui acceptait deux paramètres, mon numérateur et mon dénominateur, et on avait décidé de repasser par les propriétés pour affecter ces valeurs dans mes attributs. Pour rappel, une propriété, c'est une paire de méthodes d'accès à un attribut. Ici, mon attribut s'appelle underscore numérateur, mais le fait d'utiliser cette syntaxe-là me permet de passer par le setter, à savoir cette méthode, pour vérifier avant de stocker l'information si elle était bien cohérente. Impeccable, on avait fait ça. On avait fait la même chose au niveau du dénominateur ici, très bien. Et puis on avait fourni une petite fonction, une petite méthode, excusez-moi, pour pouvoir afficher nos nombres rationnels sur la console. Et puis, au terme du tuto, on s'était posé une question. Mais c'est est-ce que je pourrais faire ce genre de choses-là? Effectivement, la notion de nombre rationnel se prête très bien au sujet qu'on va considérer ici. C'est-à-dire que normalement, vous avez des opérations arithmétiques qui sont définies sur les fractions, notamment l'addition, la soustraction, la multiplication et ainsi de suite. On peut aussi comparer des nombres rationnels entre eux. On peut donc faire un certain nombre de choses. Et donc, si j'imagine l'exemple qui est ici, où je produis deux instances, la fraction 1 tiers et la fraction 2 sur 1, est-ce que oui ou non, je suis en mesure de pouvoir les ajouter avec une syntaxe aussi simple que celle-ci? Bon, ce qu'on avait constaté, c'est que par défaut, la réponse est non. Par défaut, le système ne sait pas ajouter des nombres rationnels, étant donné que c'est une classe que je viens d'inventer. Donc il ne peut pas tout seul comprendre ce qu'il y avait à faire pour ajouter des éléments de cette classe. Par contre, la bonne nouvelle, c'est oui, on va pouvoir définir des opérateurs au sein de cette classe. Dans une certaine mesure, cette affirmation est fausse. On va voir, ce n'est pas réellement des opérateurs qu'on va définir. Nous, on va définir des méthodes. Mais il va y avoir des conventions, il va y avoir des règles sur ces méthodes, et si on les respecte, le système va comprendre que l'opérateur plus, par exemple, sera associé à une méthode bien précise. Et donc, du coup, il va déclencher le code de la méthode et il va l'exécuter. Alors, pour comprendre ça, le mieux, c'est d'avoir un document sous les yeux. Regardez ici, je vais taper Python. .org, pourquoi pas, pour être sur le site officiel. Vous donnez, pourquoi pas, le numéro de la version avec laquelle vous travaillez. Et là, vous tapez Operators. Bon, normalement, vous avez des pages qui vous sont renvoyées. Nous, ce qu'il nous faut, c'est ce document-là. Les opérateurs standards en tant que fonction ou méthode. Comprenez, fonction ou méthode. Il y a ici des choses qu'on va ignorer, ça c'est plutôt l'approche fonctionnelle, moi je veux plutôt utiliser l'approche orientée objet. Donc c'est toutes les méthodes qui auront des doubles underscores devant et des doubles underscores derrière. N'oubliez pas, on avait vu aussi ça sur le tuto précédent, si vous mettez que des doubles underscores devant, vous brouillez le membre, en l'occurrence ici l'attribut, ça veut dire qu'on le cache, d'accord ? Mais le brouillage ne rentre en jeu que si vous avez que les deux underscores devant. Si vous avez des underscores derrière, le brouillage n'a plus lieu. Et donc ici, ces méthodes ne sont pas brouillées, elles sont en clair. Et elles s'appellent comment? Vous aurez certainement compris à quoi elles correspondent. On est bien en train d'avoir des opérateurs de comparaison à ce niveau-là. D'accord, c'est les fonctions de comparaison ou les méthodes de comparaison associées à ces opérateurs. Et donc, du coup, vous avez le EC, equal, le NE, not equal, le less than, le less or equal, le greater or equal ou le greater than pour les 6 opérateurs de comparaison. Donc si on veut pouvoir comparer nos fractions, on va pouvoir le faire. Dans le même ordre d'idée, vous avez plein d'autres opérateurs qui vous sont donnés. À chaque fois, on vous donne l'opérateur, à quoi ça correspond, et quel est le nom de la méthode associée que vous devriez définir. Vous avez vu ici, on a la division entière, c'est floordiv, le nom de la méthode associée à cet opérateur-là, et ainsi de suite. Donc vous avez ici tous les opérateurs que vous allez pouvoir redéfinir.
Une fois qu'on a vu ça, il n'y a qu'à tester, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Et donc, on va modifier le code de cette classe pour ajouter nos opérateurs. En vérité, nos méthodes, mais associées à ces opérateurs. Ici, je vais faire un def _ add. Je suis la recommandation qui a été faite dans le document. D'accord ? Et on voit, regardez, je tape trop de choses, mais quand on fait ça, et qu'on demande l'assistance, je vais la redemander par ce biais-là. Voilà, j'ai fait CTRL espace avant de rentrer dans l'édition du nom de ma fonction. Vous avez vu, il peut vous assister. D'accord ? Et il comprend très bien qu'on veut un add qui accepte l'objet courant à gauche et à droite un autre objet de type rational, pourquoi pas. Si je fais entrée ou tab, ça complète automatiquement. Si jamais vous avez perdu l'assistance, il suffit de refaire CTRL espace pour la redemander. D'accord ? Et comme il n'y avait qu'une seule chose qui commençait par add, il ne m'a pas proposé de listing. D'accord ? Il m'a directement complété la chose. Regardez, je fais CTRL espace et ça complète automatiquement. Il est trop bien ce PyCharm. Bon, dans tous les cas, comment coder une addition de deux nombres rationnels ? Bon, là, je vous renvoie vers vos cours de maths, mais en gros, on fait le produit du numérateur du premier par le dénominateur du second, plus le dénominateur du premier fois le numérateur du second, et ça définit mon nouveau numérateur. Donc, j'y vais, num égale self.numerator fois other.denominator. Si vous avez envie de l'appeler autrement que le nom qui vous a été proposé ici, ça reste un nom de paramètre, vous pouvez le changer bien entendu. Plus mon self.denominator fois l'autre point numérator. Je vais calculer ensuite mon dénominateur, qui sera le produit des deux dénominateurs. Et il ne me restera plus qu'à retourner un nouvel objet de type rational qui sera initialisé avec les valeurs que je viens de calculer. Bon, ça c'est une façon, on va dire, décomposée de coder la chose. Il y a des petits rigolos qui des fois vous feront des misères. Ils vous mettront directement tout ça à ce niveau-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'on met le calcul directement à l'appel du constructeur. Bon, ça marche aussi, hein. D'accord ? Il ne faut pas oublier dans ce cas-là la petite virgule, parce que ça définit la valeur du premier paramètre de votre constructeur, et ça, c'est la seconde valeur, second paramètre du constructeur. Bon, dans tous les cas, j'ai défini une méthode add qui, a priori, réalise l'addition de deux nombres rationnels. Alors, on est d'accord, oui, si je veux, je peux faire r1.__add _ de r2. Regardez, je tape ça, je l'exécute, et c'est magique, ça fonctionne bien. Pour autant, ce n'est pas la bonne façon de faire. On est bien d'accord, je reviens toujours sur la même règle, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédents tutos, mais dès lors qu'on a les 4 underscores, 2 à gauche, 2 à droite, ça veut dire que ce n'est pas le moyen normal d'utiliser la chose. Effectivement, ici, le moyen normal d'utiliser la méthode add, c'est de passer par l'opérateur plus. Tout à l'heure, quand on n'avait pas encore notre add, PyCharm me disait qu'il y avait un souci. Regardez, là il me dit bien qu'il détecte qu'a priori pour le moment, il n'y a pas la méthode associée à l'opérateur. En plus, il est trop fort parce qu'il vous fait le lien avec la méthode et l'opérateur. Il vous le dit de suite. Donc effectivement, ça a généré un warning, on a le warning à ce niveau-là, et donc c'était comme ça. Bon, si je décommente le bloc qui est là, cette fois-ci la méthode est bien présente, mon code est parfait, et a priori le plus, il va savoir l'exécuter. Regardez, ça calcule toujours 7 tiers. Bon, voilà comment coder un opérateur d'addition. Bon, si vous voulez faire les autres opérations arithmétiques, la soustraction, la multiplication, la division, il faudra simplement revenir à ce niveau-là et trouver les bons noms de méthodes à redéfinir. Bon, vous l'avez compris, il vous faudra la multiplication. Il va vous falloir sub pour la soustraction.
Et il va vous falloir la division, c'est true div. D'accord, vous avez vu l'opérateur divisé, s'il est simple, c'est true div. S'il est double, on l'avait vu tout à l'heure, c'était floor div, il est tout en haut du document. D'accord, mais donc il faut choisir le bon nom de méthode associé à l'opérateur que vous souhaitez redéfinir. Donc en guise de TP, je vous propose de finir les 3 autres opérateurs arithmétiques sur vos nombres rationnels. Pour ma part, moi je vais continuer avec un autre opérateur. Regardez, je vais prendre un autre scénario ici. J'ai un R1 qui cette fois-ci vaudra 4/8. Et j'ai un R2 qui sera initialisé à 1/2. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux fractions, mais clairement elles sont identiques. C'est-à-dire que dans le cas de la première fraction, ici j'ai un diviseur commun, c'est 4, et donc je peux réduire cette fraction-là. Mais pour autant, qu'est-ce qui se passe si je demande à faire R1 égale R2? Alors là, c'est un petit peu plus subtil que tout à l'heure. Par défaut, il sait le faire. Alors, du moins, quand je dis il sait le faire, en vérité, il sait trouver une méthode à exécuter. C'est un petit peu subtil, mais il a un comportement par défaut, si vous voulez. D'accord ? Par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les attributs 2 à 2, il va regarder si ce sont les mêmes. Et donc, en l'occurrence, là, il me fait une petite misère. Il me dit que non, les deux objets ne sont pas identiques. C'est dommage. Mais en tout cas, il n'a pas planté comme pour l'addition, parce qu'il supporte par défaut ce genre de choses-là. D'accord ? Maintenant, si l'opérateur ne fait pas exactement ce que vous souhaitez, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de le redéfinir pour améliorer son algorithmique. Regardez, je reviens à ce niveau-là, et je fais ce qu'on avait vu au début de l'analyse de la page qui était ici. Regardez, je remonte tout en haut, et donc on avait les opérateurs de comparaison ici, et notamment l'opérateur de comparaison. Ce qui veut dire que si je fais un def ec, je le sélectionne, je fais tab. Comme ça, je tape un minimum de choses. Et si là, je fais return, alors ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le numérateur du premier par le dénominateur du deuxième. Et je vais regarder si ce produit est égal à self.denominator fois le numérateur du deuxième. Ça va fonctionner. D'accord ? Je vous renvoie vers vos cours de maths par rapport à la comparaison qui est ici. Ce qu'il faut comprendre en tout cas dans cet exemple, c'est que quand je vais comparer mes deux fractions, ici je refais un égal-égal. Mais ce n'est pas le même. Là, nous, on fait le égal-égal au niveau de nombres rationnels. Mais par contre, là, ici, j'ai un entier. Donc, un entier fois un entier, ça calcule un entier. Donc là, c'est l'opérateur égal-égal sur les int qui est utilisé. Celui-là, il est déjà opérationnel et il fonctionne correctement. Donc, il n'y a pas d'appel récursif. Au cas où vous auriez pensé que là, il y avait un appel récursif sur cette méthode, ce n'est pas le cas du tout. Hein. D'accord ? On appelle bien un autre égal-égal. C'est celui des entiers. Regardez, dit autrement, si je reviens ici et que là je lance, je vais mettre en Python console, et que là je fais un dir sur int, pourquoi pas, j'ai des choses qui me sont retournées. Vous vous rappelez, au début des tutos, je vous avais dit, j'ai souvent fait ce genre de choses-là, et je vous avais dit que toutes les choses qui étaient ici, on en parlerait plus tard. Bon, vous avez commencé à comprendre qu'on en parle maintenant de toutes ces choses-là. D'accord, durant ces tutos sur tout ce qui est relatif à la programmation orientée objet. On a des méthodes standards, on va dire, classiques, très bien, mais on a aussi plein de choses à ce niveau-là. Là, vous retrouvez notamment, pas que, mais notamment, tous les opérateurs qui sont définis sur les nombres entiers. Vous voyez, au fur et à mesure, j'en mets en surbrillance quelques-uns. Ce sont tous les opérateurs qui ont été redéfinis pour les entiers pour que tout fonctionne correctement. Nous, on est en train de faire la même chose, mais au niveau de nos nombres rationnels. Et donc là, je me suis amusé à redéfinir mon égalité pour pouvoir être en mesure de comparer deux fractions ensemble. Regardez, je relance mon programme. Cette fois-ci, il me dit true, il me dit que tout va bien. J'ai bien mes deux fractions
qui sont a priori identiques. Même si une n'est pas simplifiée, en tout cas mathématiquement parlant, on est bien en train de parler de la même valeur. Le simple fait d'avoir redéfini mon opérateur me permet maintenant de pouvoir faire ce genre de traitement. Je vous invite, encore une fois en termes de TP, à continuer à me mettre les 5 autres opérateurs de comparaison sur votre classe Rational. Vous pouvez me mettre la différence, les infériorités, les supériorités. Voilà comment définir des opérateurs au niveau de notre classe. Et le fait de savoir que nos opérateurs passent en vérité par des méthodes, pour vous, c'est une chose qui est à garder à l'esprit. Regardez, je reviens sur des types qu'on a déjà manipulés depuis le début des tutos. On va par exemple travailler sur des listes. Si je fais un dir à ce niveau-là, je vois que j'ai un certain nombre de choses. Je vais porter mon attention sur 2 méthodes, add et mul. Vous l'avez compris, underscore, underscore, add, underscore, underscore, et pareil pour mul. Du coup, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'a priori, je peux utiliser un opérateur plus sur une liste, mais je peux aussi utiliser un opérateur mul, étoile, sur une liste. Alors on les avait vus ces opérateurs-là, mais voilà pourquoi ça marchait. Tout simplement parce qu'ils sont existants au sein de la classe. Et donc regardez, si je fais une première liste 10, 20, 30, plus une deuxième liste 40, 50 et 60, pourquoi ça marche? Parce que l'opérateur add est bien défini sur les listes pour concaténer ces 2 listes et générer une nouvelle liste en résultat qui contient toutes les données des 2 listes d'entrée. Dans le même ordre d'idée, le mul, c'est pareil, il a été prévu. Alors là, le mul, il attend à ce qu'on lui envoie un nombre numérique. Si je fais un fois 5, ça va répéter ma liste 5 fois. Et à la question, est-ce que je peux par exemple faire étoile étoile sur une liste? Alors étoile étoile sur des numériques, normalement c'est l'opérateur où on élève une valeur à une puissance donnée. D'accord? Si je reviens à ce niveau-là, si je cherche un petit peu, effectivement, il y a bien l'opérateur power pour la puissance. D'accord? Qui est associé à cette syntaxe-là. Si on regarde au niveau de la liste, effectivement, il n'y avait pas d'opérateur et de méthode po définie au niveau de cette classe. Donc, je ne peux pas utiliser l'opérateur étoile étoile. Donc maintenant, quand vous aurez une classe sous la main, vous pourrez vite fait savoir si vous avez droit d'utiliser des opérateurs ou pas. N'hésitez pas à faire un petit dir comme je le propose ici. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, si je considère cet exemple-là, c'est que tout est affiché en vrac. Là-dedans, il y a des opérateurs, mais pas que. On est d'accord, init, ça c'est le constructeur, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Si je considère le str, c'est la méthode qui permet d'afficher la liste sur la console. C'est encore un autre aspect. D'accord ? Donc il y a des méthodes qui correspondent à différents besoins. D'accord ? Et donc quels sont les opérateurs là-dedans ? C'est pas forcément évident d'y répondre. C'est pour ça que personnellement sur mon site, je m'étais amusé à faire un truc. Regardez, je reviens dans la section Python. Vous allez sur le site cours.fr, vous avez la section Python qui est à ce niveau-là. Et là, j'ai essayé de faire des descriptions de quelques API Python. D'accord ? Alors ici, vous retrouvez notamment les modules. Pourquoi pas, on a le module built-ins. C'est là qu'on retrouve tous les types de bases de Python. J'en ai parlé à de nombreuses reprises dans des précédents tutos de built-ins. Donc vous le connaissez certainement déjà un petit peu. Et en tout cas, on y retrouve des choses bien connues. Int, list, range, set, str, tuple, et ainsi de suite. D'accord ? Il y a pas mal de choses là qu'on a commencé déjà à bien manipuler. Du coup, je vais considérer la classe liste. D'accord ? Cette classe liste, alors vous avez vu, j'ai séparé, l'avantage ici, c'est que j'ai séparé les classes, les erreurs potentielles et les fonctions qu'on vous met à disposition. Dans le même ordre d'idée, quand vous êtes sur une classe, ce que j'ai essayé de faire, c'est de séparer, d'accord, les choses qu'on retrouve dans cette classe. Et donc, on y retrouve des méthodes, certes, et notamment des constructeurs. Alors, j'ai sorti les constructeurs à ce niveau-là. Le new, là, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent. Nous, on a surtout parlé du init. Mais en tout cas, on retrouve des choses associées à la construction de nos objets. On retrouve des méthodes diverses et variées. Sur la classe list, on se rappelle, il y a append,
40 copies et ainsi de suite. Très très bien. Mais regardez, ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est de lister, de grouper ensemble tous les opérateurs qui sont en lien direct avec un opérateur et quel est l'opérateur qui est associé derrière. D'accord. Je trouve que d'avoir séparé les choses par catégorie, ça nous permet de mieux cerner les possibilités. Et donc ça, je l'ai fait pour toutes les classes. J'ai pas forcément eu le temps de tout documenter. D'accord. Ici, là, par exemple, le append, d'accord, dès lors qu'il y a ça, là, ça veut dire que vous pouvez avoir soit la doc de base, le help, si vous voulez, en anglais, soit une documentation complémentaire que j'ai définie. Et donc ça veut dire que derrière, je me suis un petit peu cassé la tête à vous donner des exemples et ainsi de suite. Donc on voit que là, il y a quand même des choses qui ont été documentées de manière assez subtile, on va dire. Mais ici, là par contre, j'ai tout laissé tel quel, brut. Mais je voulais au moins, en tout cas, séparer les choses par catégorie. Et même si tout n'est pas documenté, vous prenez n'importe quelle classe de l'environnement Python et vous aurez assez facilement l'ensemble des opérateurs que la classe supporte. Et donc, par exemple, pour manipuler des nombres complexes, d'accord, voici les opérateurs supportés par la classe. Sur un nombre complexe, cette fois-ci, par exemple, je pourrais faire une utilisation de l'opérateur étoile-étoile, par exemple. Voilà, donc vous retrouvez ici tous les opérateurs de chacune des classes qu'on a l'habitude de manipuler depuis le début de ce tuto. Regardez, si je reviens sur des listes, sur des chaînes de caractères, autant pour moi, sur la classe str, c'est pareil. Je passe le blabla, mais vous avez ici la liste des opérateurs qui sont supportés par une chaîne de caractères. Regardez, par exemple, ici on a le mode, ça veut dire qu'on a l'opérateur %. D'accord, mode pour modulo. Normalement, ça, c'est ce qui nous permet de récupérer le reste, le modulo de la division entière d'une valeur par une autre. Normalement. Regardez, je reviens ici, je fais 5 modulo 3. Si je divise 5 par 3 en entier, il y va une fois et il me reste 2. D'accord, donc le %, normalement, il sert à ça, en tout cas au niveau des entiers. C'est pour ça que son nom, c'est mode pour modulo. Mais pour autant, cet opérateur a été redéfini pour les chaînes de caractères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu qu'on pouvait avoir des chaînes formatées avec la syntaxe traditionnelle C. C'est-à-dire que ici, je mets mon format, mon opérateur %, et puis derrière, les valeurs que je veux injecter dans ma chaîne de caractères. Pourquoi ça marche? Pourquoi j'ai le droit de faire un % à partir d'une chaîne de caractères? Tout simplement parce que l'opérateur a été redéfini. C'est pareil, une chaîne de caractères, je peux aussi la multiplier. D'accord? Si je fais toto x 10, on se retrouve avec toto répété 10 fois. D'accord? Donc soyez curieux, n'hésitez pas à aller voir les docs des classes, que ce soit en faisant un dir ou que ce soit en prenant une doc quelconque, mais vous retrouverez normalement la liste des opérateurs qui sont supportés par chacune des classes. Et si vous, vous définissez vos propres classes, n'hésitez surtout pas à définir vos propres opérateurs. Bon, voilà qui clôt ce que je voulais vous dire sur l'utilisation de ces opérateurs au niveau de vos classes Python. J'espère que tout est à peu près clair, voilà, que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à communiquer autour de vous par rapport à cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Pour information, le prochain tuto, vous le retrouverez de toute façon ici. Et donc, on va continuer à travailler sur la programmation orientée objet et on va parler de méthodes statiques ou d'attributs statiques. Je vous garde la surprise pour le prochain tuto. À très vite, bye!